Donc, rebonjour à tous. Et nous allons avoir à partir d'aujourd'hui des séances ou le cours du module Système Lean. Et cette séance sera pour une introduction générale du module. Je vais vous présenter une idée générale sur le module, comme d'habitude, et introduire la notion ou le concept ou l'approche, parfois on appelle, vous allez voir ça, philosophie Lean. Juste un tout petit brainstorming sur ce que l'idée que vous avez sur le terme, voilà, le système Lean. Qu'est-ce que vous savez sur ça, rapidement, si vous avez une idée? Qui a une idée sur le mot Lean, voilà, le système Lean ou l'approche? Est-ce que vous Madame, connaissez déjà c'est oui, une notion pour éliminer le gaspillage. une notion, je comprends dire qu'il y a une notion, c'est une Ouais. notion pour Éliminer éliminer le le gaspillage gaspillage. en termes physiques ou bien gaspillage de temps, ou bien d'effort. D'accord. Oui, oui. Skandal fait, qui y a Oui, Khaled. madame. Oui, Khaled. c'est une approche qui est aussi basée sur l'amélioration continue, madame. OK. Qu'est-ce que ça veut dire amélioration continue? Je m'en ai amélioration continue. Oh, c'est un concept japonais, madame. Aïe, aïe, j'en ai فيه mais qu'est-ce que ça veut dire? J'adopte une méthodologie d'amélioration continue, c'est-à-dire quoi? Pourquoi ne pas dire amélioration cacao, par exemple? Amélioration, c'est-à-dire atteindre un niveau de performance plus important. Mais pourquoi continue? Parce qu'on cherche toujours à faire plus, madame. Oui, parce que ça doit être jusqu'à, entre guillemets, l'infini. Donc, c'est un processus qui ne s'arrête pas. C'est pour ça qu'on appelle continu. Et c'est pour dire aussi que la situation idéale n'existe pas. D'accord, très bien. D'autres idées sur le lean? Bonjour, madame. Bonjour, Fadlan. Je pense c'est un système qui a le but de réussir la production au juste de temps et réduire le Juste à temps, gaspillage. très bien. Juste à temps, c'est un terme très important en relation avec le lean. Oui. Oui, Le système qui cherche, voilà, le lean, c'est un système. Est-ce que le lean, c'est un système? oui. Non, D'accord. oui, oui, oui. Oui, Bon. oui ou non? Oui, oui, c'est ça. D'accord. Mais le lean, c'est un concept, c'est une méthodologie à appliquer sur un système. Ce n'est pas un système. Lorsqu'on dit système lean, c'est-à-dire on qualifie, voilà, on donne, on attribue l'adjectif lean à un système. D'accord? D'autres idées? Et puis, vous allez voir si votre idée sur ça est correcte ou pas, bien sûr, hein. Alors, fluidité? D'accord. Mais j'espère qu'à la fin de cette séance, au moins, vous aurez, vous serez capable de, d'écrire en une phrase ou deux ce que le lean, de savoir ce que exactement le lean et les mots-clés. Lorsque vous entendez lean, il faut, entre guillemets, penser à quoi? D'accord? Le plan de la séance sera comme suit. Je vais commencer par une présentation rapide de la fiche module que vous avez déjà normalement reçue sur votre classroom du module Système Lean et des objectifs pédagogiques du module, bien sûr. Puis, je passerai à l'organisation des séances puisque ça va être un peu modifié par rapport au scheduling que vous allez trouver sur la fiche module vu la pédagogie adopter surtout l'alternance entre présentiel et distanciel. Et puis, on va passer directement à une introduction sur l'approche Lean. La fiche module, je commençais par décrire rapidement ce que vous devez être capable de faire à la fin de ce module. En fait, l'objectif principal, c'est d'appliquer déjà commencer par
connaître la démarche Lean et les principaux outils. Pourquoi principaux? Parce qu'il y a des centaines d'outils en fait. Vous allez voir qu'il y a des outils que nous n'allons jamais être capables de voir en 30 heures et même en 100 heures. Donc, c'est une boîte à outils de centaines d'outils et c'est une boîte à outils de centaines d'outils, j'ai pas trouvé un autre mot, qui sert à appliquer une démarche bien déterminée et vous serez, Inch'Allah, capable de connaître cette démarche-là et commencer tout d'abord. Vous savez déjà la notion, mais différencier entre flux poussé et flux tiré et par la suite appliquer des méthodes ou des méthodologies, on va voir la différence tout à l'heure, liées à un chantier, on dit un chantier Lean. On va surtout mettre l'accent sur l'outil Kanban, la VSM et des outils liés à la mise en place de ces deux méthodologies-là. On va voir aussi le SMED avec détail et on va finir le module par les nouvelles méthodes du Lean Manufacturing parce que en fait le Lean c'est une méthodologie ou un concept ou une philosophie évolutive qui n'arrête jamais d'avoir de nouvelles méthodes et de nouvelles notions, surtout liées à la numérisation de nos jours. Donc, dans les acquis que vous serez, Inch'Allah, capable à la fin de ce module de valider. La méthodologie ou la pédagogie adoptée sera basée sur parfois des exposés. Vous aurez aussi des illustrations par des vidéos, par des schémas explicatifs. Vous aurez des études de cas et des mises à situation concrètes, en plus, bien sûr, de la pédagogie classique de présentation et les webinaires par des capsules ou par des webinaires interactifs en distanciel. Le contenu du module, vous allez trouver les détails dans la fiche sur votre Classroom. Je vous rappelle que les durées ici sont indiquées à titre indicatif parce que on ne sait pas encore comment ça va être la répartition des séances, mais le volume horaire, il est proportionnel, disons. C'est-à-dire, on ne va pas passer plus qu'une séance pour l'introduction. On ne va pas avoir, par exemple, plus que 6 heures pour l'outil Kanban, etc. Donc, c'est juste à titre organisationnel et indicatif par rapport aux durées. Les détails du contenu, on va les voir au fur et à mesure dans le cours. Et si vous consultez cette fiche-là et vous trouvez qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, on peut en discuter pour les séances prochaines. Le mode d'évaluation, vous aurez une note de contrôle continu et une note d'examen, comme d'habitude. Note de contrôle continu, ce sera sur vos travaux en asynchrone, votre interaction dans les séances de cours, que ce soit présentiel et distanciel, et éventuellement des tests. Mais on va voir si on va avoir un test ou pas. Et bien sûr, 60% pour l'examen final, écrit. Normalement, ça sera un examen module, ce sera 1 heure et demie et ce sera a priori aussi pas 100% QCM, mais on va voir, c'est très anticipé ça. Ce qui est à retenir, c'est que vous avez une note de contrôle continu, une note d'examen. La note de contrôle continu, c'est votre implication en classe durant toutes les séances et les travaux asynchrones. Les séances, comment vont être organisées? Vous allez remarquer une petite modification par rapport à la fiche module, mais le contenu est le même. Nous allons diviser le cours en 5 parties. Une première partie de cette séance-là sera une introduction sur l'approche. La deuxième partie, on va détailler cette approche-là et sa relation avec la gestion de la production avec des notions pointues liées à cette approche Lean. Troisième partie sur le système Kanban. La quatrième partie, qui est une partie très importante, composée de 2 volets, l'implantation et l'équilibrage des ateliers de fabrication. Et la 5e partie, c'est le Value Stream Mapping, ou connu aussi surtout par VSM. C'est une représentation graphique ou schématique de flux de la production.
Oui. Vous pouvez poser la question, pourquoi parfois je dis lean, parfois je dis lean manufacturing. Donc, vous allez voir que la philosophie lean, elle peut être liée à un système manufacturier ou pas. Notre objectif principal de ce module, c'est le lean manufacturing. Mais il faut mettre dans la tête que tous les outils qu'on va voir en relation avec le lean manufacturing peut être adaptés pour d'autres types de lean, si vous voulez. On peut trouver lean office, l'organisation ou lean dans le bureau, dans les bureaux. On peut trouver lean thinking, c'est plus général. Il y a le lean management, il y a le lean service, il y a le lean healthcare. Donc, ce sont tous des systèmes dans lesquels on applique plus ou moins les mêmes outils. On va appliquer les outils lean sur les systèmes manufacturiers en particulier, mais il faut toujours se rappeler que ces outils-là peuvent être appliqués sur d'autres domaines, le domaine de service et surtout le lean healthcare, et vous aurez l'opportunité d'avoir un module sur le lean healthcare comme module optionnel. On va parler de ça tout à l'heure. Donc, pour cette séance, nous allons commencer une introduction qui comportera une mise en situation du contexte de l'approche lean. Je vais vous présenter les approches classiques de gestion de la production. Il y a 3 approches, mais principalement, on va discuter le Taylorisme et le Fordisme et la différence entre ces 2 approches de gestion de la production, approche classique de gestion de la production. Je vais vous présenter rapidement un historique sur le lean management et une définition. L'historique sera orienté vers les outils. Ce ne sera pas un historique lié à des dates précises, mais un historique lié à la raison pour laquelle le lean a existé. Et on va finir par la relation du lean avec le juste à temps. Ce que Ria a dit tout à l'heure, c'est une relation très étroite et les 2 notions ont presque la même signification. Donc, c'est pas vraiment la même chose parce que le juste à temps, c'est un outil lean, mais les objectifs de ces 2 outils sont presque les mêmes. Vous allez remarquer ça vous-même. Je vais vous rappeler un peu ce que nous avons vu dans le cours de logistique, et c'est justement pour faire la liaison entre ce que nous avons vu dans le premier semestre et ce que nous allons continuer à voir, que ce soit dans ce module de Lean System ou dans les autres modules liés au génie industriel. Alors, à quoi sert la logistique? Ce que vous pouvez me répondre là. Pourquoi on doit gérer la chaîne logistique d'une entreprise, en particulier manufacturière? Pour faire quoi? Pour gagner quoi? Pourquoi dépenser de l'argent pour optimiser la logistique d'une chaîne de production, par exemple? Vous avez oublié? Pour gagner le temps, madame. Au moins pour gagner du temps, oui. Sinon, Pour gagner de l'argent, madame. pour gagner de l'argent, Khaled, c'est une finalité pour toute opération. Donc, qui fait qu'on va gagner de l'argent? Oui, Pour Rahman. satisfaire le client. Déjà, pour satisfaire le client, c'est un objectif global de toute activité d'exercice. Oui, très bien. Donc, la logistique sert à, en amont, optimiser la production. Donc, gagner de l'argent, gagner du temps, minimiser la consommation des ressources dans un objectif global de satisfaire un client. Le client est satisfait. Quand est-ce qu'il est satisfait, ce client-là? Lorsqu'il a le bon produit au bon moment, dans les bonnes conditions, les set rights, si vous vous rappelez de ça. Vous avez eu la logistique معينة ولا؟ Oui, madame. Oui, madame. Ok, madame. D'accord. Donc, la logistique a principalement 2 objectifs généraux. Un objectif lié à la qualité et un objectif lié à ce qu'on appelle la productivité opérationnelle. Opérationnel, c'est le court terme. Rappelez que nous avons 3 horizons pour toute fonction de gestion. On a le stratégique, le long terme, le tactique, moyen terme, et l'opérationnel, le court terme. لهنا
lorsqu'on dit que la logistique a un objectif de productivité opérationnelle, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des objectifs stratégiques ou tactiques. Mais ces objectifs-là, tactiques et stratégiques, seront une conséquence de la productivité opérationnelle. Nous allons définir exactement le terme productivité, mais pour le moment, retenez que ce sont les rendements techniques, entre guillemets, d'un atelier de fabrication, par exemple, d'une usine. Et là, lorsqu'on parle de logistique, on parle de toute la chaîne logistique. Combien de parties dans une chaîne logistique? Quel type de logistique pour un produit ou là pour une entreprise? On a au moins une logistique interne et une logistique externe. Rappelez-vous que nous avons la logistique amont, la logistique interne et la logistique aval. La logistique interne, c'est tout ce qui est lié à l'entreprise, à l'activité de l'entreprise, à l'activité intrinsèque de l'entreprise. Et la logistique externe, elle est liée à quoi? Elle est liée à l'approvisionnement en amont et la distribution et la vente en aval de la production. L'objectif global, comme Refran a dit, c'est de satisfaire un client, collaborer pour satisfaire un client, pour optimiser l'activité afin de satisfaire le client. Donc, les objectifs généraux de la logistique, que ce soit interne ou externe, c'est assurer une productivité opérationnelle, que ce soit en cherchant, voilà, en fixant un objectif ou bien en améliorant au maximum ce qu'on peut faire pour la productivité et la qualité. Si on veut détailler un peu ces deux objectifs, on va dire que la productivité opérationnelle est optimisée si on maximise la flexibilité, on maximise le taux d'utilisation et on maximise la capacité de la production. Maintenant, le taux d'utilisation et la capacité, peut-être, bon, je vais l'expliquer maintenant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une flexibilité d'un système de production? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce que ça veut dire un système de production flexible? Flexible, c'est-à-dire le responsable, oui, C'est un peut système qui adapter, s'adapte oui, ouais. oui, ما سمعتكش عاود لي. Je disais, c'est un système qui peut s'adapter aux différents changements Changement de externes. quoi? Externe, c'est-à-dire, est-ce que c'est forcément externe? Donc, flexible, s'adapter au changement, ok, mais comme je connais Arki, pas voilà? ياسين Oui, قلت لك Yassine. بروفيسيونيلمون تنجم يكون اكستيرن ولا انترن. Oui, voilà. Donc, ça peut être un changement interne, c'est-à-dire flexible, c'est-à-dire un système qui peut produire, si on parle du système manufacturier en particulier, il peut produire, il peut switcher entre différents produits finis, voilà, différents processus, différentes gammes de production facilement avec le moindre coût. D'accord? Donc, flexible, c'est-à-dire capable de produire plus qu'un type de produit. On va voir ça. Il y a des outils qui peuvent améliorer la flexibilité, en particulier l'outil SMED. On va détailler l'outil SMED à la fin de ce module. Un peu en avant, mais la dernière partie de ce module. Le taux d'utilisation, commençons par la capacité de production. Les ressources d'une entreprise, les trois ressources principales dans une entreprise pour la production. La ressource financière, l'argent, la ressource humaine et la ressource matérielle, les machines. La capacité de production, c'est ces ressources-là, ils peuvent me fournir combien d'heures de travail, par exemple. La disponibilité des machines, le temps ouvrable pour la main-d'œuvre. Donc, il y a la capacité de production. La productivité opérationnelle est optimisée si on a un taux d'utilisation maximal de cette capacité de production. On n'a pas parlé du coût, mais c'est implicite dans la maximisation du taux d'utilisation. Et là, je mets l'indicateur que vous connaissez qui évalue le taux d'utilisation, évalue objectivement le taux d'utilisation. Vous avez vu ça fait la supply chain et la gestion de la maintenance. C'est ce qu'on a appelé l'indicateur d'évaluation globale des chaînes de production. C'est le taux de rendement synthétique ou le TRS.
Donc, tout ce que nous allons voir pour le lean manufacturing ou autre, ça va être pour maximiser ce TRS-là, taux de rendement synthétique. Donc, ça, c'est le premier objectif pour améliorer la productivité opérationnelle d'une chaîne de production. Deuxième objectif, optimiser l'utilisation de ressources, on a déjà discuté ça, et focaliser sur le développement du savoir-faire et savoir-être là, hein. Le développement du savoir, du savoir-faire et du savoir-être. Je ne sais pas bien savoir-faire ou savoir-être. Est-ce que vous connaissez la différence entre savoir-faire et savoir-être? Hein? Non? Mais le savoir-faire, ce sont les compétences techniques, schématiquement. Le savoir-être, ce sont les soft skills. D'accord? Donc, le lean, voilà l'objectif, parmi les objectifs d'une bonne gestion logistique pour maximiser la productivité opérationnelle, c'est de développer le savoir-faire et le savoir-être des employés. Voilà pour ce qu'on peut dire pour le premier objectif global de la gestion logistique. Deuxième objectif lié à la qualité, on peut citer deux volets pour cette optimisation-là de la qualité. C'est de maximiser les efforts de détection de la non-conformité des produits finis et maximiser la correction en cas de défaut. Mais la correction des défauts des équipements de production. Donc, la qualité, on a deux volets. On a le volet de la maintenance. On n'est peut-être pas uniquement correction, mais principalement correction. Donc, on dit une qualité liée aux équipements et une qualité liée aux produits. Vous avez vu dans le module gestion de la maintenance comment on peut améliorer la qualité des procédés de fabrication. Dans le module management de la qualité, vous allez avoir ce module, je pense, P4, je pense, la période 4. ليه Vous allez مدام avoir, دينا فيه c'est tout, hein, tant mieux. Donc, vous أي allez avoir d'accord, vous avez déjà commencé à voir comment évaluer, voilà, comment améliorer la conformité des produits finis, c'est lié au produit et non pas au système. Comment on va assurer ces objectifs globaux-là à travers des actions liées ou bien à la logistique externe ou bien à la logistique interne. Pour la logistique externe, il s'agit d'optimiser pour la logistique amont les fournisseurs, l'approvisionnement, et pour la logistique externe, les méthodes de distribution. Pour l'approvisionnement, on a vu quelques notions sur la gestion de stock. Vous pouvez appliquer ces notions de gestion de stock pour la gestion des matières premières. Pour les méthodes de distribution, vous aurez à choisir aussi, en module optionnel pour la période 4, entre le Lean Service et un module sur les méthodes d'optimisation des outils de transport dans une chaîne logistique. Donc, choisir entre transport maritime et transport routier, par exemple, et c'est lié à la logistique externe de distribution, logistique aval de distribution. Ça, en ce qui concerne la logistique, les méthodes d'optimisation de la chaîne logistique externe. Quelques méthodes d'optimisation. Pour la chaîne logistique interne, il s'agit d'optimiser la production, en particulier pour un système manufacturier. Comment on va optimiser cette production? Par exemple, par des méthodes d'implantation, par l'équilibrage des lignes. L'implantation, c'est-à-dire, en gros, on va voir ça en détail, mais en gros, c'est l'emplacement des équipements dans un atelier. L'affectation des employés. Maintenant, comment on va placer les postes de travail dans l'espace de travail? Des méthodes scientifiques de calcul, des matrices à définir pour trouver l'emplacement idéal qui me permet d'optimiser ma gestion. L'équilibrage des lignes, c'est-à-dire comment satisfaire le client en termes de quantité, en termes de durée, actuellement nos quantités, et sans investissement. Comment je vais exploiter mes ressources pour satisfaire le client. Et là, on va introduire la notion du takt time
c'est une notion très connue dans la gestion de la production. On peut optimiser la planification et le calcul de besoins. On peut optimiser l'ordonnancement ou autre. Pour ce module, nous allons avoir quelques outils parce qu'il y en a d'autres, on n'est pas capable de voir tous les outils, mais les outils les plus utilisés pour les méthodes d'implantation et pour l'équilibrage, vous avez déjà commencé le module planification et pour P4, vous aurez un module sur l'ordonnancement. Il y en a plein d'autres méthodes pour l'optimisation de la chaîne, mais deux sont les méthodes les plus utilisées. Vous pouvez remarquer là que pendant le premier semestre, nous avons donné une idée générale sur la chaîne logistique. Et là, comme je vous ai dit, je me rappelle que j'ai déjà dit ça, pour le deuxième semestre, on va avoir les techniques d'optimisation liées à des fonctions bien particulières. Et pour votre plan d'études, c'est réparti en modules. Pour le Lean System, vous aurez par exemple, et il y en a d'autres techniques, bien sûr, d'optimisation, mais principalement, les objectifs sont une optimisation des méthodes d'implantation et de l'équilibrage des lignes de production. Vous aurez la planification et l'ordonnancement avec les techniques de planification, de calcul de prévision, le calcul de besoin c'est Arbal, prévision, puis planification et puis ordonnancement. Vous allez voir ça dans des modules indépendants. Donc, pour le module système Lean, on va se concentrer sur les méthodes d'optimisation des implantations et de l'équilibrage. Madame, question. Oui, On va voir le truc Six Sigma ou non? Six Sigma. Oui. Oui. Six Sigma, c'est juste, mais on va arriver à ça dans l'historique. Donc, pour voir la différence entre le Lean et le Six Sigma, et je vais vous dire vous allez avoir quelques notions pour répondre à ta question, Skand. Vous allez avoir quelques notions sur le Six Sigma, une partie, si vous voulez, du Six Sigma dans le management de la qualité. Et je vais vous expliquer par la suite, je nomme les notions que vous allez voir. Et pourquoi Ok, pas le merci, Six madame. Sigma. D'accord? Mais oui, vous allez avoir une idée sur Six Sigma. Juste lorsqu'on arrive à l'historique, إذا كان ما قلتش كلمة Six Sigma, tu me rappelles إذا كان j'ai zappé la présentation, la diapositive. Mais oui, vous allez avoir des notions sur le Six Sigma et je vais vous dire par la suite وقتاش. Pour pouvoir optimiser une logistique, on doit c'est قبل ما نتعداو على l'optimisation, puisqu'on a dit on va considérer la logistique interne, on va supposer que tout ce qui est externe, il est fixé. On dit des fournisseurs fixés, j'ai des moyens de transport fixés, le stockage est plus ou moins fixé. Bon, le stockage à discuter, mais pour le moment, on va supposer qu'il y a des paramètres qui sont déjà établis et moi, je vais optimiser la logistique interne. Pour une entreprise manufacturière, la logistique interne, c'est la fonction produire. Et on va concentrer nos efforts sur ce qu'on a appelé matériel de production. D'accord? C'est à retenir. Et pour cela, la première chose à faire, c'est de avoir une idée sur qu'est-ce qu'on peut avoir comme approche de gestion de cette production-là. Comment on peut gérer notre production. Et de point de vue classique, les entreprises peuvent adopter la théorie de l'une de ces grandes écoles considérées comme modèle de gestion de la production, à savoir le taylorisme, en référence avec Taylor, le fordisme et le toyotisme. Donc, je suppose que vous avez entendu parler de ces trois approches de gestion et je vais vous donner rapidement une description et voir la différence entre ces trois modèles de gestion de la production. On va commencer par le taylorisme. Le taylorisme a apparu dans le contexte de la Première Guerre mondiale, les années 20, et à cette période, la demande dépasse de loin l'offre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les entreprises n'avaient pas besoin d'optimiser leur production, puisque tout ce qui va être produit va être vendu.
et ils n'ont pas besoin de minimiser les coûts parce que dans tous les cas, ils vont vendre leur production. Donc la production était facile, bien que la circonstance ou la conjoncture était difficile parce que la demande dépasse de loin l'offre. Le taylorisme est caractérisé par quoi? Par un travail à la chaîne, c'est-à-dire une ligne de production qui produit le même produit avec les mêmes caractéristiques, des voitures, des produits de même couleur, de même dimension, de même caractéristiques, sans tenir compte de la qualité ni rien du tout. C'est un travail à la chaîne. Il n'y a pas de flexibilité. On n'a même pas besoin de la flexibilité puisqu'on a un seul produit et une seule chaîne de production. Pendant cette période-là, vous remarquez qu'il n'y a pas de flexibilité et en plus de ça, le travail à la chaîne, il est lié à une spécialisation, si vous voulez, des opérateurs. Chaque opérateur, il est affecté à une seule tâche répétitive. Je vais vous proposer une vidéo de Charlie Chaplin tout à l'heure. Je suppose que vous avez déjà vu cette séquence-là où l'employé, tellement il est habitué à refaire la même, le même acte, même lorsqu'il arrête de travailler, il va continuer à refaire le même acte, même s'il n'est pas sur son poste. Donc, c'est une description de caricature, si vous voulez, de ce qui s'est passé pendant cette période de travail à la chaîne et où l'opérateur est affecté chaque jour pendant 8 heures et plus pour la même opération. Et pas de flexibilité parce qu'on n'a pas besoin de ça, parce qu'on a un seul produit et dans tous les cas, ça va être vendu puisque la demande dépasse de loin l'offre. Et le taylorisme, il utilise ce qu'on appelle l'organisation scientifique utiliser ce qu'on appelle l'organisation scientifique du travail. On va discuter un peu cette notion plus loin dans le cours. Pour le Fordisme maintenant, donc si le taylorisme est lié à la Première Guerre mondiale, le Fordisme il est lié à la Deuxième Guerre mondiale. La demande dépasse toujours l'offre et le Fordisme est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par un client plus exigeant, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il y a un effort à fournir pour satisfaire ce client-là. L'opérateur n'est plus affecté toujours à une même tâche, mais peut effectuer plusieurs tâches. Donc, il est assez flexible comparé au taylorisme et il y a une importance accordée à l'aspect financier. Parce que ici, les opérateurs vont travailler dans tous les cas, donc on n'a pas besoin, par exemple, de leur proposer des primes pour encouragement. Et là, le Fordisme, c'est quel pays? Oui, le Fordisme. Ford, c'est quel Les États-Unis? Les États-Unis, voilà. Donc, aux États-Unis, ils ont commencé à encourager les employés par exemple, des primes. Donc, par rapport au taylorisme, l'évolution principale, c'est par rapport à la qualité. Donc, il y a une exigence, il y a le mot exigence des clients et l'opérateur est flexible et capable de réaliser plus qu'une tâche. Il n'est plus spécialisé, ça ne veut pas dire qu'il est moins performant, mais il peut réaliser plus qu'une tâche. Le toyotisme, le contexte du toyotisme, déjà c'est les années 50, on va voir ça en détail, fait l'historique, mais le contexte de l'apparition du toyotisme lié à Toyota, l'entreprise ou la compagnie Toyota, c'est le choc pétrolier. Donc, le choc pétrolier, bon, ça c'est accentué en 1973, mais ça a commencé aux années 50. Et je ne sais pas si vous connaissez l'histoire, mais le roi des États-Unis, de l'Arabie Saoudite et les autres, bien sûr, leaders du Golfe, du pays du Golfe, ont décidé de ne plus vendre leur pétrole à l'Europe. Donc, ils ont pris une décision de ne plus vendre le pétrole et donc il y avait eu une crise
liées à cette décision-là, bon, liées à d'autres circonstances, mais principalement cette décision-là qui a exigé de ne exiger en fait qui a engendré le fait que les concepts, les caractéristiques du Fordisme ne peuvent plus être appliqués. Et donc, il y avait un besoin, avec d'autres circonstances, mais cette décision a participé pour faire apparaître un besoin de création ou d'innovation d'autres concepts pour bien gérer la production, pour pouvoir même produire. Parce que vous allez voir un peu plus loin dans le cours que le fait de ne plus avoir de combustible, de ne plus avoir de pétrole, va engendrer l'arrêt de la production carrément. Donc, on ne parle plus d'optimisation, mais on veut lancer tout simplement la production et ce besoin-là a engendré l'innovation de nouvelles notions qui vont être appelées par la suite la TPS, Toyota Production System, et évoluer en Lean Manufacturing. La gestion de la production aussi, donc à part les grandes écoles ou les grands modèles liés à l'approche de gestion, sont liés à ce qu'on appelle la notion de flux. On peut parler dans une gestion de la production d'un flux poussé ou flux tiré, parfois appelé tendu, parfois tiré, mais les deux notions sont, il y a une nuance de différence entre ces deux notions, on va la voir. Donc, il est très important avant de commencer le Lean, d'étudier les outils Lean, de voir la différence entre flux poussé et flux tiré. Le flux poussé, il est représenté par Ford. Le flux tiré, il est représenté par Toyota. Je vous rappelle la différence des circonstances entre Ford et Toyota. Pour Ford, la demande dépasse l'offre et les circonstances sont assez favorables. Pour Toyota, l'offre est plus importante que la demande et les circonstances sont assez difficiles. C'est-à-dire, les ressources ne sont pas très abondantes. Donc, le push ou le flux poussé, il est représenté par le système de gestion de la production de Ford. Le modèle du flux poussé au push, pull, مش push, tiré هنا لازمنا نحطو tiré. Donc, هنا بربي كي باش تشوفوا la vidéo, عملت copier coller ou j'ai pas modifié. هنا le flux tiré et pull. Je vais corriger ça pour votre cours. Je vais noter juste pour ne pas oublier. Ok, donc, on a le flux poussé au push, représenté par Ford, le flux tiré au pull, représenté par Toyota. Et je vais vous présenter un modèle qui représente les deux aspects. Mais commençons par le flux poussé. C'est-à-dire quoi poussé? C'est-à-dire que la production commence à partir du fournisseur, commence au début de la chaîne de production. Et dans l'exemple ici, les fournisseurs vont approvisionner Ford par des pneus. Ford va stocker, produire, stocker un produit fini, approvisionner le grossiste. Le grossiste aura un stock, approvisionner des garages par exemple, et puis ça va être vendu via un stock aussi vers des clients. Donc, c'est du gauche vers la droite. C'est un flux déclenché par une offre du fournisseur. Ça, en ce qui concerne le flux poussé, représenté dans notre exemple-là par Ford. Pour le flux tiré de Toyota, la chaîne, vous pouvez voir la différence entre le sens de circulation du flux. La chaîne commence à partir du client qui va exprimer un besoin et le besoin va être transmis à travers la chaîne logistique dans un sens inverse du flux poussé. C'est-à-dire que chaque fournisseur
ne va produire qu'à la demande. Le client, par exemple, Toyota ne va lancer la production que si le grossiste exprime un besoin. Les fournisseurs des pneus ne vont approvisionner Toyota qu'en cas de demande d'approvisionnement. Et là, vous pouvez remarquer que le niveau de stock est bien inférieur pour le cas de Toyota, pour le flux tiré, j'insiste s'il vous plaît, pour un flux tiré ici. D'accord? Donc, on dit un flux poussé et un flux tiré. Le flux tiré, parfois, on l'appelle flux tendu, allège, parce que pour le flux poussé, poussé, si vous prenez une chaîne, lorsqu'on représente ces maillons-là de la chaîne logistique, c'est comme si on a des chaînes liées et une succession d'étapes. Donc, si vous considérez le cas des États-Unis et de l'Europe, il adopte une production en flux poussé, c'est-à-dire que la force, elle est exercée au début de la chaîne et ça va créer des ondulations. Les ondulations, en fait, ce sont les niveaux de stock. Les ondulations, les niveaux des stocks. Donc, là, on a des ondulations plus importantes parce qu'on a un niveau de stock plus important, parce que la production ne prend pas compte de la demande client. Et donc, si on exerce une force, quelle que soit la demande client, on va certainement avoir des stocks et donc des ondulations. Pour le nouveau modèle japonais, on va voir pourquoi le Japon a eu recours à une telle approche de gestion de la production, de gestion de flux. La force, elle commence à la fin de la chaîne, à partir du client. Et dans ce cas, le risque d'avoir des ondulations est réduit. Et la probabilité d'avoir une chaîne tendue, c'est de là où vient le terme tendu, est grande. Allez, je crois comme normalement, c'est pas la même chose parce que je peux avoir tout simplement un flux tiré et pas tendu. Donc, il y a quand même quelques ondulations comme l'exemple représenté ici. Même si le flux, il est tiré, j'ai quand même des stocks. Et vous allez voir que le stock est parfois un mal nécessaire. On va discuter ça. Mais, donc, on dit un flux poussé avec des ondulations lorsque on exerce la force schématiquement, c'est-à-dire lorsque la production est lancée par un ordre de production lié au fournisseur, au poste fournisseur. Et c'est le modèle adopté aux États-Unis et en Europe dans l'époque. Et le modèle japonais où la force est exercée à partir de la fin de la chaîne logistique et donc le fait de tirer cette chaîne-là va diminuer la probabilité d'avoir des ondulations et on tend vers ce qu'on appelle un flux tendu sans ondulation. C'est clair jusque-là? Vous voyez la différence entre les différentes approches de gestion, les différentes grandes approches de gestion, parce qu'il y en a d'autres, hein, et entre les flux tirés et poussés. Pourquoi on appelle ces flux tirés et poussés et qu'est-ce qu'un flux tendu? Par analogie avec une chaîne. Oui, madame, c'est clair. Merci. On va maintenant passer à un aperçu historique du lean manufacturing, mais comme je vous ai dit, ce qui m'intéresse, ce n'est pas les dates en elles-mêmes, mais les événements liés à ces dates-là et pourquoi on a eu l'apparition de cette notion-là dans cette date-là. Et c'est toujours lié à un besoin. Chaque invention, elle est liée à un besoin. Donc, les quatre événements. Allez, on représente 4 événements dans l'industrie. Comme l'industrie 4.0 ou bien Voilà, ce sont 3.0. les 4 évolutions de l'industrie. Il y a des industries 1.0, industrie 2.0, industrie 3.0 et industrie 4.0. Avant de commencer, à votre avis, le lean, il est où? C'est pas le 1, 3.0, madame. c'est sûr. Regardez, Fait La 3.0. production de masse. à partir du 3.0, entre 2 et 3.0, c'est ici, c'est un peu ici. On va voir ça en détail, d'accord? Et le 4.0, c'est le Lean 4.0. On est arrivé à un Lean 4.0. On va discuter ça à la fin du module. Mais l'apparition a été
entre la deuxième et la troisième révolution industrielle, l'industrie 2.0 et l'industrie 4.0. 1.0, c'est la production mécanique, comme vous le savez tous. À partir de 1870, on a eu la deuxième révolution par une production de masse. Il y avait une poussée de l'énergie électrique et pétrolière. C'est ce qui a engendré, entre autres, le développement de la production en masse. Dans les années 70, il y avait l'automatisation, les technologies informatiques aussi, et nous avons eu la troisième révolution industrielle, et avec l'apparition de l'Internet, avec l'apparition du cloud, du big data, etc., nous avons eu la quatrième révolution, et on parle même aujourd'hui de l'industrie 5.0. J'espère que nous aurons le temps d'avoir une petite présentation sur cette industrie-là aussi à la fin de la séance. Ça va dépendre de de votre réactivité en fait. Mais ce qui m'intéresse pour le moment, pour une séance introductive, que le Lean, il est ici. C'est principalement la troisième révolution entre la production de masse et la production automatisée. Je vais détailler davantage l'apparition du Lean par ce graphique. Okay? Vous suivez et vous allez voir que c'est pas compliqué du tout. Je vais essayer de vous expliquer ce schéma-là. Vous avez la source ici, bien sûr, c'est pas moi qui a préparé ça. Vous avez la source si vous avez besoin de plus de détails. Et moi, je vais essayer de vous expliquer ce schéma-là, cet axe de temps où il y a presque toutes les notions liées à la production. Donc, on commence en 1900, dans des années au début du 19e siècle, et on va finir par les outils qui existent aujourd'hui, qui peuvent être utilisés pour l'amélioration de la production. Et là, Skandal, je pense, on va parler du Six Sigma. Donc, je vais vous donner un aperçu sur la relation entre Lean, Six Sigma, qualité, maintenance, etc. J'ai essayé de vous expliquer ce graphique-là. Donc, suivez, on commence ici avec le Taylorisme. Taylor, donc je connais le Taylorisme ici. Il est caractérisé par quoi le Taylorisme? Par une demande qui dépasse de loin l'offre, avec un travail à la chaîne et avec un opérateur spécialisé dans une seule opération et une flexibilité très réduite, voire absente. Donc ici, nous avons ces caractéristiques-là. Et à partir de 1915, avec Ford, nous avons eu l'apparition de la qualité. Pourquoi? Parce qu'il y avait une exigence par le client. Donc, il y a une nécessité d'avoir une notion de qualité produit. Dans ce cas, le client, il exige la qualité de son produit. D'accord? Donc, on a ici l'apparition de la qualité vers les années, vers 1915. Et à partir de là, il y a différentes disciplines de gestion. Donc, nous avons eu l'apparition de ce qu'on appelle la qualité statistique, qui va aboutir à la fin au Six Sigma. Nous avons eu l'apparition de TPS, et c'est justement le Lean, tout type de Lean, en particulier Lean Manufacturing, on va discuter ça. À partir de là aussi, il y a eu l'apparition de ce qu'on appelle la qualité opérationnelle et l'assurance qualité. On va commencer vers le bas ici. La qualité opérationnelle et l'assurance qualité, la différence entre ces deux notions, la différence principale, c'est que l'assurance qualité, elle est liée au management, au process. Et pour cela, on a eu l'apparition des normalisations avec l'International System of Organization, l'ISO, et nous avons à la fin un business process management connu aujourd'hui par le BPM. Donc, c'est lié à l'assurance qualité ou le management de la qualité, qualité process. Pour la qualité opérationnelle, elle est mise en œuvre par Deming. Deming, je pense que vous avez entendu parler de la route Deming, PDCA. C'est exactement pour assurer, entre autres, une bonne qualité opérationnelle. Il y a l'apparition de la notion, tout ce qui est en bleu, ce sont des outils, des notions
donc l'apparition du cercle de la qualité, vous allez voir ça dans le cours de management de la qualité, la qualité totale et TQM, c'est pour dire Total Quality Management. Donc, l'apparition de la qualité opérationnelle liée au produit a abouti à la fin à ce qu'on appelle le Total Quality Management et c'est d'une façon ou d'une autre lié au Six Sigma, Skander. Donc, si vous suivez ici les flèches, vous allez trouver que c'est lié aussi au Six Sigma parce que on va voir le Six Sigma, vous allez voir, le Six Sigma, il est lié à la qualité process et produit à la fin. Pour la maintenance, l'apparition de la maintenance a été bien après l'apparition de la qualité. Pourquoi? Parce que le besoin de maintenir un processus est apparu lorsqu'on n'arrive plus à assurer la qualité du produit. On n'arrive plus à assurer qualité produit indépendamment des processus. Et l'exigence client va augmenter. Et vous remarquez ici que l'apparition de la maintenance préventive, le correctif existe dès l'apparition des équipements, bien évidemment, mais l'apparition du système de maintenance préventive en particulier, elle est presque simultanée. L'apparition de la maintenance préventive, elle est presque simultanée avec l'apparition de l'ATPS, Lean, entre guillemets. Pourquoi? Parce que vous allez voir que l'objectif du Lean, c'est l'optimisation et on ne peut pas optimiser une production avec des outils de production qui ne sont pas fiables. Reliability ici. Donc, la maintenance préventive, elle est liée directement à la fiabilité et l'assurance de cette fiabilité est liée étroitement. Si on veut parler de maintenance aujourd'hui, on doit parler de la TPM. Total Productive Maintenance, vous avez ça, vous avez vu ça dans la gestion de la maintenance. Pour la qualité statistique, la qualité statistique, c'est-à-dire utiliser des lois de la statistique pour évaluer la qualité des produits par échantillonnage, par chronométrage et appliquer des lois, principalement la loi normale, pour calculer des paramètres statistiques, sigma, variance, etc. Et avec c'est Motorola qui a Skander, Motorola. Et quand tu veux chercher des informations sur Six Sigma, tu vas certainement commencer par Motorola qui a instauré la notion de Six Sigma. Allez, je crois que quand vous allez avoir des notions du Six Sigma, vous allez avoir dans le cours de Lean, dans le cours de management de la qualité, l'MSP et l'MSA, la maîtrise statistique des processus. La maîtrise statistique du processus, c'est une étape du Six Sigma, de la démarche Six Sigma. L'MSP, c'est maîtrise statistique des processus. Ce sont quoi? Une technique à appliquer pour étudier la qualité des produits, pour étudier statistiquement la qualité du produit. Le Six Sigma, c'est une démarche. Une étape de cette démarche-là, c'est l'MSP. Donc, vous allez voir l'MSP, certainement, mais ils vont certainement vous parler du Six Sigma, sinon, vous les rappelez, vous rappelez votre enseignant de faire la liaison entre l'MSP et le Six Sigma. D'accord? Et ce qui nous intéresse ici, le plus dans ce module, toutes les notions sont importantes, mais pour ce module, c'est TPS qui est apparu qui m'a presque simultanément avec la maintenance préventive. Ce qui est écrit ici, le Juste-à-temps, le Kanban, le Junka, on va voir, ce sont des techniques ou des outils du Lean. La TPM, c'est un outil de la maintenance préventive ou la TPM. Donc, ne vous souciez pas des noms, on va voir plus que ce qui est cité ici. Mais pourquoi ici ils ont cité Juste-à-temps, Kanban et le Ejonka? L'Ejonka, c'est la planification, c'est lié à la planification, on va voir ça. C'est une production planifiée. Mais vous allez voir que les noms sont tous japonais parce que sont des inventions japonaises. Hein. Donc, le système Toyota est apparu vers les années 50, TPS, et a évolué pour devenir Lean. Je nomme les notions qui sont liées à la TPS ou au Lean. Et il y a ce qu'on appelle la théorie des contraintes. C'est une méthode de management de risque, si vous voulez.
On va pas voir ça, mais si vous avez besoin de ça, je peux vous fournir des documents. Il y a l'apparition aussi du coaching, du lean management, et non pas manufacturier uniquement, et de ce qu'on appelle le World Class Manufacturing. Le WCM, je me rappelle qu'il y a même des PFE qui sont proposés dans ce domaine-là, mais sans relation avec la maintenance et avec la gestion de la production par les outils Lean. Donc, l'apparition du Lean, ça a été l'apparition de l'approche de gestion TPS de Toyota par Toyota. Vous allez voir ça. Toyota, c'est le premier, voilà. C'est Toyota qui a inventé si vous voulez, l'approche Toyota. Jidoka aussi, on va voir ce que ça veut dire Jidoka aussi pour le moment. Et ça a évolué pour devenir Lean Thinking et puis en particulier le Lean Manufacturing. Il y a même Lean Culture. C'est l'utilisation des outils Lean pour l'optimisation de tout ce qui est culturel. C'est très récent, c'est une notion très récente. Et donc, cette évolution a engendré en relation avec le Lean ces notions en jaune. On va étudier uniquement le Lean Manufacturing et je vous rappelle que les outils qu'on va voir pour le Lean Manufacturing peuvent être très bien appliqués pour d'autres types de Lean, que ce soit Thinking, Culture, Service, Healthcare, etc. D'accord? Et il faut savoir quand même si nous n'aurons pas un cours sur ça, que la théorie des contraintes, elle est étroitement liée au Lean, à la notion Lean. Et de nos jours, mais il y a 2-3 ans, on parle de Lean Supply Chain. C'est presque ce que nous allons voir dans ce module. Comment utiliser les outils Lean pour optimiser la chaîne logistique. Et chaîne logistique, c'est-à-dire valeur ajoutée. Vous allez voir que le mot valeur ajoutée, c'est pas écrit ici, mais c'est au cœur du Lean. Comment on va optimiser un système de production en maximisant la valeur ajoutée, le temps à valeur ajoutée, les activités à valeur ajoutée, l'efficacité des activités, c'est-à-dire augmenter la valeur ajoutée. C'est quoi la valeur ajoutée? En un mot, tout ce que le client paye. Tout ce qui va être payé par le client, c'est une valeur ajoutée et c'est l'objectif de Toyota, de TPS, du Lean, c'est d'avoir un système avec un maximum de valeur ajoutée. C'est quoi le Lean? C'est de diagnostiquer, de décortiquer une chaîne logistique en temps ou activité à valeur ajoutée, temps ou activité à non-valeur ajoutée, minimiser le pourcentage de la non-valeur ajoutée. Les outils du Lean ont cet objectif-là, maximiser la valeur ajoutée. En anglais, c'est quoi Lean? En français, pardon. Lean, c'est un mot anglais qui veut dire quoi en français? Maigre. C'est maigre. Lean system, c'est-à-dire rendre le système maigre. C'est-à-dire quoi maigre? En fait, c'est pas une traduction fidèle, maigre, mais le contexte svelte. C'est-à-dire avoir juste le nécessaire. Éliminer la graisse, éliminer tout ce qui n'est pas voulu. Donc, historiquement, l'apparition a été liée à l'apparition de la qualité des produits, qualité process, maintenance, assurance qualité, et on a la TPS et je souligne ici, on a une différence entre les outils. C'est lié aussi Sigma, c'est-à-dire la qualité, étude statistique de la qualité des produits. Ici, c'est lié au Lean. Je rappelle ici théorie de contrainte ou theory of constraint. On a la gestion de la maintenance et la digitalisation et la gestion, le management de la qualité. Gestion, le volet management de la qualité. Mais toutes ces notions-là sont interactives. Donc, vous remarquez, les flèches étaient indépendantes. Et puis, au fur et à mesure, les flèches deviennent plus interférées et toute notion est liée à l'autre. Marqué à la qualité, automatiquement, je vais me trouver full production. Si Sigma, j'aurai besoin de la maintenance, j'aurai besoin de Lean, j'aurai besoin de l'assurance qualité, de la sécurité ici, de l'ergonomie aussi.
Donc, on va parler de l'ergonomie dans le Lean, par exemple, bien que c'est un outil lié directement, ou son apparition a été liée directement à la maintenance. La sécurité, ça a été lié à la maintenance et c'est, par exemple, Blaine dit une question, peut-être elle est très à l'avance, mais je vais quand même voir comment vous pensez. Est-ce que les opérations qu'on fait pour la sécurité des employés, est-ce que ce sont des activités à valeur ajoutée ou à non valeur ajoutée à votre avis? La sécurité À valeur ajoutée, madame. à valeur ajoutée. Est-ce Ah que non, le client l'ATS, a madame, l'ATS. L'ATS, c'est l'axe à nettoyage non de la valeur partie. ajoutée? Mais oui, par définition, la non valeur ajoutée, si on arrive à éliminer cette non valeur ajoutée, c'est tant mieux. D'accord? Mais, comme par exemple, euh, نخدم dans une industrie de production chimique où on dit un produit, voilà, on dit des rejets, je vais jeter ces rejets qui sont à une température très élevée. C'est relatif très élevé, mais une température qui n'est pas supportable par un être humain. Donc, le client ne va pas payer le temps de refroidissement de cette solution-là. Mais l'employé ne peut pas se débarrasser, entre guillemets, ne peut pas jeter cette solution-là à une température très, très élevée, insupportable par l'employé. Donc, est-ce que je peux jeter cette solution-là à une température de 200 degrés? Non. Est-ce que le client va payer ce temps de refroidissement? Non. Donc, je ne peux pas dire que c'est un temps à valeur ajoutée. Donc, l'année, il y a l'apparition d'une troisième notion, d'un troisième type de la valeur qui est la non-valeur ajoutée essentielle. C'est une non-valeur ajoutée, mais je ne peux rien faire par rapport à ça. Je dois assurer la qualité. Safety lié par apparition à la maintenance, mais qui est une notion liée étroitement au lean, à la valeur ajoutée. C'est un exemple. Donc, on a temps à valeur ajoutée, à non-valeur ajoutée, à non-valeur ajoutée essentielle. Donc, on a deux types de valeurs. On a plutôt trois types de valeurs. D'accord? Donc, j'ai évoqué cet exemple-là pour souligner davantage l'interférence des notions et nous allons focaliser notre intérêt maintenant sur la TPS, les outils Lean. Vous avez commencé à vous familiariser avec les termes et puis on va les définir. Comme ici, par exemple, le J2K, Kanban, juste à temps, just in time en anglais, Ajanka, où il faut absolument retenir le nom de Taishi Ono. C'est le père du Lean, si vous voulez. Bon, Kolmara, vous allez assister à un cours, vous allez assister à une formation, vous allez avoir un programme ou une vidéo sur YouTube, vous allez certainement entendre le nom Taishi Ono. C'est quelqu'un qui, c'est le fondateur, si vous voulez. Bon, le fondateur, c'est Toyoda, mais c'est celui qui a instauré les notions de base du Lean. D'accord? Vous voyez un peu l'historique d'apparition et où est-ce qu'on est de nos jours avec le Lean? Skander, est-ce que j'ai répondu à ta question par rapport au Six Sigma? Oui, madame, merci. D'accord. Et si vous avez vous avez besoin de documents, là, au Google, juste vous écrivez méthodologie Six Sigma. Hey, Six Sigma, une remarque, là, ما سألتونيش على اللين Six Sigma. ولا حكيت عليه فكروني حكيت عليها. Je pense oui. C'est utiliser les outils Lean pour améliorer le sigma des lois statistiques d'études de la qualité. Mais je vais dire un mot sur ça aussi. Je vais redire un mot sur ça. Lean Six Sigma, un avis personnel, c'est le niveau le plus haut de l'application du Lean. Donc, c'est un niveau global. Si vous arrivez à mener un projet de Lean Six Sigma, c'est que vous avez tout compris sur le Lean. Parce que ça nécessite des compétences en statistique, des compétences en management, une connaissance des outils, d'un grand nombre d'outils Lean,
une capacité d'interagir avec les ouvriers, avec les managers, avec les décideurs, avec les financiers. Donc, si vous arrivez à avoir l'opportunité de travailler sur un projet Lean Six Sigma, ce sera une mise en œuvre de toutes les connaissances que vous avez dans tous les domaines de la gestion, de la production, de la maintenance et de la qualité même. D'accord? Oui. On peut passer par rapport à l'historique. Donc, l'apparition, ça a été vers les années 50, suite à un besoin d'assurance de qualité qui a été suivi par des notions interférées avec toutes les fonctions de la chaîne logistique. Si on veut détailler davantage l'apparition en particulier de la TPS, la première apparition du Lean, on va voir ça. Donc, les années 50, ça a été l'apparition des TPS, ça a été précédé par les notions de dimming liées à la qualité. Toyota aussi a proposé quelques notions l'année avec Toyota et si vous revenez dans l'histoire, vous allez trouver que c'est le fondement, les fondements théoriques de la TPS du Lean a été initié aussi par Ford avec la création de la qualité et si on veut avancer dans le temps, on va trouver que il y a l'apparition d'autres types de Lean, comme c'est indiqué ici déjà. Donc, le Lean Thinking, le Lean Service, etc. Et même, حتى بعد شوية من 2009, il y a l'apparition du Lean Leadership et Culture. Donc, un peu plus haut, on a cité le Lean Culture, il y a même le Lean Leadership. Parce qu'il y a une interférence entre les notions humaines et les notions techniques. Et c'est ça le Lean. Avec Alech, on colo philosophie, notion, approche, bien qu'il y a une technique, il y a des techniques, il y a des calculs, il y a des statistiques, il y a des mathématiques parfois trop lourdes, il y a des calculs parfois très poussés, très sophistiqués, surtout en relation avec le Six Sigma en particulier, mais ça reste lié aux compétences de management et lié aux compétences du leadership et de l'intégration dans le groupe. Si vous êtes intéressé par ça, il y a plein de documents et il y a aussi une source que j'ai trouvée très intéressante sur la photo ici. Vous pouvez consulter ce site-là et c'est très intéressant. Je pense que c'est non, c'est pas la même source. Donc la source à partir de laquelle j'ai pris l'historique ici, il y a une explication très très intéressante. Si vous avez besoin de plus d'informations, il y a ce site-là qui explique l'évolution historique et plein d'autres notions si vous avez de plus de données sur l'historique du Lean dans le cas général et en particulier le Lean Manufacturing. Donc, on peut résumer ce qu'on était en train de dire sur l'historique, que l'apparition du Lean a été liée à des événements historiques à partir de l'évolution des besoins clients, du refus du roi je crois des États-Unis, de l'Arabie Saoudite de ne plus vendre leur combustible, le pétrole, les deux guerres mondiales et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi le Japon? Parce que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le Japon était détruit. Donc, il y avait presque rien au Japon. Et si on ajoute ça aux ressources très limitées, je suis sûre que vous savez que les Japonais n'ont presque aucune ressource naturelle. C'est un archipel qui a des ressources très limitées, qui n'ont pas de possibilité d'exploiter de l'or ou du pétrole ou même du sel. Et on ajoute à ça la conjoncture de guerre mondiale, du perdant dans une guerre mondiale, et les Japonais ont comparé leur situation à la situation de l'Europe et aux États-Unis. Vous rappelez-vous de la chaîne qui a été poussée par les Européens et les Américains et qui va être tirée par les Japonais. Pourquoi ils avaient besoin d'inventer cette notion de tirer le flux? C'est tous ces événements historiques, c'est leur situation, leur diagnostic à leur situation qui a prouvé ça, entre autres. Ils ont trouvé que si les Japonais comparent leurs ressources
de point de vue surface ou autre, le capital dont ils disposent, les technologies. Ils comparent, les Japonais représentés par Toyota vont comparer ces critères-là par rapport aux États-Unis représentés par Ford. Ils vont être certainement perdants. Donc, les États-Unis dépassent de loin, pour toutes les ressources, pour le capital, pour la technologie, dépassent de loin les compétences et les ressources du Japon. Et ils ont fait un calcul qui a prouvé que un Japonais doit travailler 9 fois plus qu'un Américain pour pouvoir atteindre une performance comparable. Et ce n'est pas faisable parce que toutes les ressources sont bien évidemment limitées. La solution proposée était quoi? Une adaptation de la production à la demande. Et c'est le flux tiré. C'est le fait de ne pas produire que tout ce qui est nécessaire, de répondre exactement à la demande de client, de rendre le système maigre des gaspillages. C'est la deuxième solution proposée par les Japonais. Donc, puisque nous n'avons pas une abondance de ressources, on va optimiser l'exploitation de nos ressources. Principalement, les grandes lignes des solutions proposées par les Japonais, c'est une flexibilité de la production, une adaptation de leur production à la demande, et on va détailler ça dans la diapositive suivante, et une minimisation des gaspillages qui va agir sur le coût. Qui fait que ça va agir sur le coût? Ils ont modifié l'équation de calcul de prix de vente. Comment ça? Ils ont traduit ces solutions en transformant l'équation prix de vente égale coût de revient plus marge. Coût de revient, c'est qu'est-ce que le produit va me coûter. Si je vends, si le prix de vente égale au coût de revient, je ne vais rien gagner. Si j'ajoute la marge, j'aurai le prix de vente. C'est l'approche classique de calcul. C'est le concept classique d'une chaîne de valeur. On va expliquer davantage la chaîne de valeur, comme je vous ai dit. Donc, classiquement, aux États-Unis, dans le monde, on calcule le prix de vente comme étant un coût de revient plus une marge de gain. La proposition des Japonais était quoi? C'est un concept révolutionnaire, bien évidemment. C'est de rendre l'objectif non plus le prix de vente, mais plutôt le coût de revient. Et ce coût de revient, qui doit être évidemment concurrentiel pour pouvoir vendre, pour pouvoir convaincre le client d'acheter, va être calculé comme étant un prix de vente, cible concurrentielle aussi, moins la marge. Et donc, on va pas travailler, on va pas calculer le prix de vente, mais on va travailler pour ne pas dépasser le coût de revient. L'objectif n'est plus d'avoir une marge de gain, mais l'objectif final. Bien sûr, on a toujours besoin d'une marge de gain, mais l'objectif final est d'assurer un coût de revient concurrentiel. Exploiter les ressources disponibles pour avoir un coût de revient fixé. Comment on va faire ça? En répondant à une question du type « Comment on peut être une entreprise économe vis-à-vis aux clients ?» C'est-à-dire atteindre les objectifs avec des coûts exceptionnellement bas. Pourquoi exceptionnellement bas? Parce que dans le cas classique, les coûts sont plus importants. Le temps mis est plus important. Donc, je vais essayer de minimiser le temps de production qui est le même pour toutes les entreprises. Donc, ce sera exceptionnellement bon par rapport aux concurrents. Donc, atteindre ou réaliser ces solutions via l'atteinte d'un coût de revient concurrentiel revient à répondre à la question comment on peut être une entreprise économe, et la réponse a été donnée par justement Taishi Ohno dans les années 50. Des éléments de la réponse de Taishi Ohno étaient une procédure bien sûr de Toyota, puisqu'il travaille chez Toyota, et cette procédure-là, ou ces procédures-là, consistaient à répondre à des questions du type
Comment maintenir le gain de productivité lorsqu'on a un volume constant de production? La différence entre productivité et production, on va la voir plus loin dans ce cours-là. Comment satisfaire une demande fluctuante en qualité et en quantité? C'est la flexibilité, entre autres. Comment enrichir le travail par des soft skills, par des méthodes, de nouvelles méthodes de travail, par des nouveaux layouts ou autres? Et comment limiter le stock? Je souligne ici le mot limiter le stock. Pourquoi? Parce que la première chose qu'on va voir, c'est que parmi les premières notions du livre, c'est que le stock est un gaspillage. On cherche à éviter ces gaspillages-là. Et puis, on dit limiter le stock parce que on peut très bien se trouver dans une situation où on a vraiment besoin de stocker et on va discuter ça par la suite. Donc, si les procédures de Taishi Ohno répondent à ces 4 questions, ils vont assurer l'économie ou le fonctionnement économe de l'entreprise et par la suite assurer la mise en œuvre des solutions proposées pour couper avec pour éviter la situation, le gap entre le Japon et les États-Unis. Donc, il y a des procédures proposées par Toyota pour répondre à certaines questions. Il y en a d'autres questions, bien sûr, mais ce sont les questions les plus utilisées qui ont une réponse directe dans les procédures proposées par Taishi Ohno. Et de là, on peut définir le lean manufacturing en répondant à 4 questions. C'est quoi le lean manufacturing? C'est un concept japonais, peut être considéré comme une méthodologie, une philosophie basée sur, d'une part, la minimisation des pertes, ce qu'on appelait la non-valeur ajoutée, et la maximisation de la production. Ces deux notions peuvent être, la maximisation de la production peut être une conséquence de la minimisation des pertes et peut être une notion contradictoire avec la minimisation des pertes. On va voir comment on va trouver le compromis entre la minimisation et la minimisation des pertes et la maximisation de la production. L'exemple de stockage. Parfois, on est appelé à stocker pour maximiser le gain. Donc, dépenser pour stocker pour maximiser le gain. Un concept japonais et l'historique nous montre pourquoi les Japonais ont eu besoin d'inventer cette notion ou ce concept-là. La différence, elle est juste une clarification, une petite clarification une fois pour toutes. La différence entre méthode et méthodologie. Est-ce que vous connaissez la différence? Méthode et méthodologie. La méthodologie, c'est plusieurs étapes et dans ces étapes, on peut trouver une ou plusieurs méthodes de travail. Donc, la méthodologie, c'est une procédure, c'est une démarche. La méthode, c'est un outil particulier qui peut être utilisé dans l'une des étapes de la méthodologie, entre autres le lean manufacturing. D'accord? Deuxième question, quels sont les objectifs du lean manufacturing? Principalement, optimiser les processus. Qui fait? Chercher les gaspillages et éliminer ces gaspillages-là pour devenir plus efficace. Et si on optimise le processus et on élimine les gaspillages, on dit que le processus devient lean. Et c'est de là où on a eu l'apparition du concept système lean. Troisième question, comment on va faire ça? Le lean, c'est une méthodologie, c'est une approche systématique qui consiste à identifier puis éliminer le risque, les gaspillages. Comment on va procéder? Quels sont les outils qui vont être utilisés? Qu'est-ce qu'on appelle gaspillage? Est-ce qu'on a un seul type de gaspillage? Est-ce qu'on a plusieurs types de gaspillage? Est-ce que tous les gaspillages peuvent être éliminés, etc. C'est ce qu'on va voir dans ce cours-là. Et le comment procéder, c'est justement ce que Vie tout à l'heure a appelé une amélioration continue. C'est-à-dire quoi? C'est une approche systémique et répétitive.
on n'arrête jamais d'améliorer ou d'appliquer la méthodologie Lean. C'est une amélioration continue et à chaque fois, on peut toujours trouver un nouvel objectif, même si tout va bien, même si la demande de client est fixe, même si le prix des matières premières sont fixes, on va avoir l'évolution de l'âge des équipements, par exemple. Et on doit adapter notre objectif et notre procédure d'intervention à l'âge de mes équipements, etc. Donc, on doit procéder d'une façon systématique et une méthodologie d'amélioration continue. Le résultat de l'application du Lean, c'est l'utilisation optimisée de ressources, à savoir un processus qui consomme moins de matière, moins de main-d'œuvre et moins d'heures machines, le minimum possible, en assurant la demande client. Et là, je souligne que le mot client n'est pas forcément un client externe. Je peux parler d'une machine M2 qui est un client de la première machine M1. Je peux parler d'un atelier 2 qui est le client d'un atelier 1. Donc, le client, c'est le poste aval, le fournisseur, c'est le poste amont. Qui ménage toute l'usine, c'est le fournisseur du client. Qui ménage le premier atelier, c'est le fournisseur du deuxième atelier. Donc, l'optimisation de ressources peut être sous forme d'une consommation réduite de matières premières ou autres, de la main-d'œuvre et de l'exploitation des équipements. Une production qui nécessite moins d'espace. Et là, on parle de layout et d'aménagement des ateliers. Vous rappelez-vous que pour la production de le Fordisme, c'était une production linéaire en chaîne. Vous allez voir que le Lean privilège plutôt, ou l'un des concepts du Lean, c'est de privilégier la disposition en U des équipements. C'est entre autres pour optimiser l'espace. Avoir un niveau, troisième point d'optimisation de ressources, avoir un stock optimisé, nul ou pas, on va voir ça, un niveau optimisé du stock. Minimiser les investissements, etc. علاش minimiser les investissements هنا فما un outil Lean qui s'appelle le Kaizen. On va parler du Kaizen aussi. Le Kaizen, parmi les critères, voilà, parmi les caractéristiques du Kaizen, c'est d'avoir des petites améliorations sans investissement. C'est-à-dire améliorer la production sans rien dépenser ou sans dépenser une grande somme d'argent. On va voir comment on peut quantifier la somme. Est-ce que c'est grand, voilà pas. On va voir ça comment une méthode d'évaluation, voilà, une méthode de classification des sommes d'argent investies. Et on peut avoir d'autres types ou d'autres manifestations de l'optimisation des ressources. Donc, si vous arrivez à comprendre et à voir pourquoi le Lean est apparu, vous aurez quand même une idée sur la définition du Lean Manufacturing. Et là, je ne cherche pas, comme d'habitude, une phrase pour définir, mais de trouver les mots. Lorsqu'on vous pose la question, c'est quoi le Lean? À quoi ça sert? C'est quoi l'objectif? C'est quoi la méthodologie? Pourquoi c'est une philosophie? J'espère que vous êtes maintenant capable de répondre à toutes plus ou moins, au moins d'avoir des notions, des éléments de réponse pour toutes ces questions-là. Le Lean Manufacturing a des principes qui sont résumés en 5 principes fondamentaux, qui sont l'optimisation de la valeur ajoutée, on a discuté de la valeur ajoutée, l'analyse de la chaîne de valeur. La chaîne de valeur, c'est l'évaluation de la valeur tout au long de la chaîne étudiée, c'est-à-dire classer les opérations de la chaîne en valeur ajoutée, non valeur ajoutée et non valeur ajoutée essentielle. La création d'un flux fluide, sans contrainte. L'obtention d'un flux plus ou moins tiré, parce que avoir un flux tiré n'est pas toujours très bien. On va voir pourquoi
une situation ou quelques situations où le flux tiré n'est pas adapté et atteindre ce qu'on appelle l'excellence opérationnelle à travers une amélioration continue. Et là, on va utiliser ou on va appliquer l'évaluation par le route d'énigme ou le PDCA. Donc, les 5 principes du Lean Manufacturing. Parfois, il y a quelques-uns qui disent qu'il y a 6 ou 7 principes parfois, mais classiquement, on prend 5 principes fondamentaux pour le Lean Manufacturing. Et vous remarquez que lorsqu'on parle ici des principes fondamentaux, on a l'amélioration continue, on a la production en flux tiré, c'est le juste à temps, et on a la notion de valeur ajoutée qui est étroitement liée à ce qu'on a appelé le juste à temps ou le just in time. Donc, le lean manufacturing est étroitement lié à 2 notions et je finis par ces 2 notions-là. Les 2 notions, juste à temps et gaspillage. Le juste à temps a été instauré, la notion du juste à temps a été instaurée par Toyota et veut dire en anglais, ou la traduction anglaise qui est aussi utilisée en français, le just in time. Parfois, taqaw jit, mouch J-A-T, taqaw just in time, et c'est la même chose, et qui veut dire quoi? Livrer le bon produit en termes de quantité, qualité et bien sûr référence au bon moment, ni à l'avance, ni en retard. La production à l'avance aussi n'est pas bonne. On va discuter ça aussi. Livrer le produit, le bon produit au bon moment, au bon endroit, le plus près du client, le plus près possible du client et au meilleur prix en minimisant les coûts et non pas augmentant, minimisant la marge, en agissant sur les coûts de revient et non pas sur la marge de gain. C'est ça le juste à temps ou le just in time. Les objectifs du juste à temps, c'est produire uniquement ce que le client demande au rythme exigé par le client. Et là, on va évoquer la notion du tactile avec une qualité parfaite. Et qualité parfaite ne veut pas dire un premier choix ou une haute qualité. Qualité parfaite, c'est-à-dire la qualité demandée par le client. Si le client ne demande pas d'emballage, c'est inutile d'emballer. Si le client a demandé un produit sans emballage, la qualité parfaite, c'est un produit sans emballage. Et produire le plus rapidement possible, à temps plus que le plus rapidement, mais on va voir la différence. Ni trop tard, ni trop tôt, le plus rapidement. C'est une nuance en fait, et on va discuter ça aussi. Et les produits selon les spécifications du client. C'est un peu une qualité, la notion de qualité parfaite. Donc, il y a une définition de la notion juste à temps et on va avoir un exemple de calcul qui va et vous allez me dire, voilà, on va discuter ensemble, est-ce qu'il s'agit d'une production en juste à temps ou pas? On va voir des exemples sur ça et pour illustrer la notion du just in time, je vous invite chez vous de voir cette petite vidéo qui est un extrait du film les temps modernes de Charlie Chaplin. Tout le film, il est très intéressant, mais cet extrait, il illustre ce qu'on appelle la notion de juste à temps. Donc, je vous invite à voir cette vidéo-là. Vous avez le lien. Ici, j'ai vérifié que c'est encore fonctionnel sur YouTube. Et quoi? Et je vais vous dire par la suite qu'est-ce que vous allez faire avec cette vidéo. Donc, pour le moment, vous avez un travail. C'est une vidéo de 4 minutes, je pense, 3 minutes, 4 minutes, pas plus. Mais essayez de critiquer ce que vous voyez. Et finalement, la notion de gaspillage. Les sources de gaspillage pour le Lean sont connues par 3 types, Muri, Mura et Muda. Et connu en anglais par des mots japonais. Hein? Des mots japonais. On va voir qu'est-ce que ça veut dire Muri, Muda, Mura, Makeka. Et pour retenir les Muda, il y a un terme qui s'appelle le team, un acronyme Team Moods. Transportation, Inventory, Move,
waiting, overproduction, overprocessing, defects et skills. هذوما les MUDA. Je vais vous dire dans une minute pourquoi je vous ai proposé cet acronyme-là. C'est une méthode que je vous propose. Hein, c'est à vous de voir. C'est une des méthodes utilisées pour apprendre les MUDA, les noms des MUDA. Donc, il y a comme une indication sur les MUDA et vous allez me dire c'est quoi le MURI et le MIRA en asynchrone. On va discuter ça tout à l'heure. Voilà, je finis par cette notion de gaspillage, une introduction à la notion de gaspillage qui sera la première chose que nous allons discuter la prochaine séance et on va lui accorder. J'espère que ce sera en présentiel pour pouvoir avoir des jeux interactifs. Il y a pas mal de jeux pour ce module qu'on peut utiliser pour illustrer les méthodes. Des jeux sérieux, bien sûr. Et on va commencer, après un rappel, par détailler la notion de gaspillage et en particulier MURI, MURA, MUDA et voir la différence entre ces trois notions. Donc voilà pour cette séance. Ce que nous avons vu, c'est un contexte général sur le lean manufacturing et les notions classiques de gestion de la production, l'évolution historique de l'apparition du lean management, puis en particulier manufacturing, les 5 principes du lean et la relation entre lean, juste à temps et la notion de gaspillage, une introduction à la notion de gaspillage en asynchrone et ça ne sera pas un travail noté si vous n'avez pas envie de le faire, vous êtes libre, mais je vous conseille de le faire bien évidemment. Ce sera un bonus pour la note de contrôle continu. Je vous demande en asynchrone de commenter la vidéo que je vous ai proposée, les temps des modèles de Charlie Chaplin, les temps modernes de Charlie Chaplin et de former un groupe, si voilà, travailler individuellement pour présenter les gaspillages dans la philosophie ou l'approche Lean. Une petite présentation pour expliquer à vos camarades et m'expliquer à moi ce que on peut dire sur la notion de gaspillage. Madame, c'est pour quand? C'est pour la prochaine séance. Ça sera pour la prochaine séance. Juste une présentation. La prochaine séance, on va discuter pour quelques minutes la vidéo et vous allez présenter si vous voulez, un ou deux groupes, si vous voulez présenter un exposé sur la notion de MUDA, de gaspillage dans le cas général, dans l'approche Lean, bien sûr. Vous n'avez pas de deadline. Je sais que vous aurez les examens, il y a des incertitudes par rapport aux dates, donc je ne vais pas vous charger par un travail avec un délai. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais clôturer la séance. Madame, on aura une présentation pour chaque séance. يعني كم Non, ce sera pas la même chose. L'aspect de la matière, فيه أكثر calcul, أكثر des outils techniques. C'est pas des outils de management à présenter, voilà, à expliquer. Il y a des calculs, et le temps, il est très réduit. On n'a pas le temps de présenter et puis expliquer. D'accord? Donc, ce sera pas toutes les séances, juste pour vous familiariser. S'il y a quelqu'un qui est intéressé, qui veut avoir une carrière, celui qui veut avoir une carrière dans le lean manufacturing, il a intérêt à préparer une présentation parce que une information. Je sais pas tout. Ou c'est un domaine en évolution continuellement. Si vous préparez une présentation, vous aurez certainement plus d'informations et moi aussi je vais avoir bien sûr plus d'informations et vous allez développer vos connaissances à vous. Donc, mais je vais pas vous obliger. Ce qui sera noté, ce sont les travaux asynchrones, mais les exercices proposés pour ce module n'ont pas de présentation. Donc, je compte en présentation. Là, vous aurez une présentation ou pas. Vous êtes libre, vous faites ce que vous voulez. C'est très intéressant de commenter, de voir, de critiquer cette vidéo-là. C'est très important de faire une petite recherche sur les gaspillages dans la philosophie Lean. Si vous voulez pas faire ça ou là, vous n'avez pas le temps de faire ça, c'est pas grave. On peut faire ça ensemble en classe avec au moins 2 détails. D'accord? Je vais finir la séance par vous remercier par votre présence. Bon, vous êtes 16 quand même, c'est pas mal.
Et je vous souhaite une bonne chance pour les examens. Pour ceux qui m'ont envoyé des travaux à corriger, je vous ai promis que je vais corriger vos travaux au cours de la semaine, donc ça sera au plus tard demain. Je connais un site qui m'a demandé de corriger le travail à la maison avec la base Toolcom. Et je vous souhaite une très bonne chance pour les examens. Et une bonne santé surtout. Merci, Merci à madame. vous. Merci, madame. Au revoir.